Et du coup, le titre de ma conf, c'est les liens, c'est bien, l'efficience, c'est mieux. Grossièrement, c'est ce que vous avez dit, hein, très bien, on veut faire du lien, mais comment faire pour que ça fonctionne réellement? Avant de partir dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite introduction en me présentant tout d'abord. Qui je suis, comme vous l'avez dit un petit peu juste avant, je suis Damien Oulagnon, j'ai 29 ans. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis chez Corleone Biz Next Level pour la plateforme. Et ça fait plus exactement 6 ans que je fais du web marketing. C'était dans une agence, dans une entreprise de vente aux enchères de véhicules. Je faisais le web marketing de manière générale et après, j'ai tendu à faire du tag manager, de l'analytics, de tout ce qui était finalement trafic, SEO, d'accord, comment on fait pour augmenter le trafic. Très bien, donc c'est là que je commence à me plaire dans le SEO. Et du coup, j'ai voulu pousser parce que finalement, aller taquiner Google, finalement, c'est fun, hein. Donc après, petite expérience en auto-entrepreneur, mais rapide. Pourquoi? Parce que là aussi, vendre du vent, très bien, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc derrière, j'arrive chez Corleone Biz. Next Level, c'est tout récent. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai vu l'évolution de la plateforme. C'est génial, ce qui me permet aujourd'hui d'être touche à tout et d'être responsable adjoint de la plateforme grâce à ça, mais aussi et surtout consultant SEO Offsite, donc vraiment d'accompagner mes clients pour avoir les meilleurs résultats possibles. Comme je le disais, moi, c'est ça qui m'intéresse, vendre du lien pour vendre du lien, très bien. Aller chercher de la perf, c'est bien plus intéressant. Mais très bien. Je veux vous présenter le netlinking, d'accord, mais il faut savoir qu'avec le temps, en fait, ça a évolué. Il y a quelques années, je vous aurais dit, vous voulez faire du lien, allez-y, foncez, tête baissée, bourrinez, entre guillemets. Quand je dis bourriner, finalement, c'est faites du sale avec des grands guillemets, hein, bien sûr, mais grossièrement, on pouvait faire se positionner une page blanche, une page qui n'avait pas vraiment vocation à se positionner, mais elle avait des tonnes de liens. Donc, du fait d'avoir des tonnes de liens, elle arrive à ranker. Sauf que, avec le temps, il y a eu différents filtres qui sont arrivés très bien. On a eu le filtre Panda pour le contenu. On a Pingouin qui, là, va faire justement attention au netlinking. Attention notamment aux encres. Donc là, la partie bourrinée, je mets mon mot-clé en tant que encre. Je rank facilement grâce à ça. Ça se complique. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de me dire que Google, il comprend de mieux en mieux, en fait, les requêtes. Qu'est-ce qu'on recherche derrière? Quelle est l'intention? Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour aller se positionner, faire juste du lien, ça se complique. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il faut réfléchir à son site en amont et à la page qu'on est amené à travailler à ce moment-là. Très bien, je vous dis, on fait du lien, ça fonctionne, mais la question, c'est pourquoi en faire? C'est pour gagner en visibilité sur Internet avec un gain de position. Je vous dis ça, c'est un petit peu flou. Grossièrement, je suis un e-commerce, je suis un blog, j'ai des concurrents, je vais gagner en popularité parce que des sites, des pages en l'occurrence, vont faire des liens vers ma page, vont parler de moi et je vais gagner en popularité au fur et à mesure du temps et je vais monter dans les résultats de recherche. D'accord, mais pour les plus novices, avec des grands guillemets à nouveau, c'est pas très clair. Finalement, la meilleure façon de l'expliquer, c'est prendre appui sur ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, hein. Comment je deviens célèbre? Une personne A va parler de moi, une personne B va parler de moi, C, ainsi de suite. Et ce qui est encore mieux, c'est quand ces personnes-là sont expertes du même domaine que moi. Admettons, je suis boulanger, le boulanger de la ville d'à côté parle de moi, le boulanger d'une autre ville, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ce qui va faire que je vais être de plus en plus connu. J'aurai même droit à des petites interviews, comme on peut voir sur l'image ici. Du coup, c'est ça qui est top. Je gagne en visibilité. Et sur les moteurs de recherche, c'est exactement la même chose. D'accord, très bien, je fais du lien. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon lien en fait? Récemment, j'ai vu la vidéo du SEO Talk qui m'a fait bien sourire parce que
il y avait plein d'experts SEO qui répondaient au fur et à mesure à cette question-là. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que finalement, chacun avait une réponse différente. Et moi, c'est exactement ça, en fait, qui m'intéresse. C'est le fait que chaque SEO va avoir son approche de qu'est-ce qu'un bon lien. Déjà, pour moi, la première question à se poser, c'est je fais du lien, mais quelle est ma démarche? Est-ce que je veux gagner en notoriété? Est-ce que je veux gagner en visibilité vraiment dans les moteurs de recherche? Là, ma façon de travailler, ce ne sera pas exactement la même. En notoriété pure, je vais travailler avec des grands médias. En résultat de recherche, vraiment, là, je vais être dans une stratégie différente où je vais avoir le plus de liens quali, justement. Donc, très bien. Là, j'explique la différence entre les deux. OK. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est quand même qu'un lien, c'est un lien. C'est toujours bon à prendre, en fait. Tout ce qui est lien spam, lien toxique, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout parce que la meilleure des sources, ça va être Google. L'endroit pour vérifier si le lien est vraiment pris en compte et est-ce qu'il est qualitatif, ça va être la Search Console. Pourquoi? Parce que fait par Google pour Google. À ce moment-là, un lien qui remonte dans la Search Console, j'aurai beaucoup plus confiance. Très bien, mais à ce moment-là, comment je le choisis? Pour moi, un bon lien, il est sur une page qui est indexée, il est proche d'une page puissante sur le site qui me fait un lien, c'est-à-dire qu'il va être sur la home page, qui va être sur une page catégorie, sur des pages qui reçoivent beaucoup de liens déjà en interne. Et, petit plus, il se positionne sur des mots-clés de mathématiques. Quand je dis des mots-clés de mathématiques, bien sûr, c'est de près ou de loin. Je parlais du boulanger tout à l'heure. Un boulanger, un lien sur une page qui parle de boulangerie, de croissant, vraiment l'environnement boulangerie, ça m'intéresse. Mais un lien qui va être un peu plus éloigné de mathématiques sur l'artisanat, par exemple, il est très facile de le ramener sur le sujet de la boulangerie. Et là, mon lien, il est top quali. Donc, maintenant, on sait qu'est-ce qu'un bon lien, pourquoi en faire. Moi, l'objet de ma conférence ici, c'est vraiment de vous présenter différents cas clients pour vous montrer finalement que, OK, on fait du lien, on a compris, c'est le nerf de la guerre. On en entendait parler ce matin d'ailleurs. On en entendait parler notamment sur le fait que même les plus gros fassent du lien. OK, très bien, mais à quel moment en faire vraiment? Est-ce qu'un site est prêt à recevoir du lien ou pas? Est-ce que ces pages sont OK? Donc là, c'est ce que je vais vous présenter avec 4 cas clients en l'occurrence. Il y aura 2 cas relativement longs et 2 petits apartés que je tenais à partager parce que c'est des cas un petit peu particuliers. Mais avant tout ça, on va se poser la question du budget. Je veux lancer une prestation de netlinking parce que le e-commerçant qui est mon concurrent, j'ai vu qu'il en faisait, on m'a dit qu'il en faisait, OK. Mais quelle est la difficulté du mot-clé? Est-ce que j'ai le budget pour y aller? Ça, ce sont les premières questions à se poser parce qu'on ne va pas foncer tête baissée. Par exemple, nous, un client vient nous voir en nous disant je veux travailler tel keyword, un mot-clé qui va être concurrentiel. On ne va pas forcément lui dire go parce que s'il n'a pas le budget pour suivre, ce n'est pas la peine. Comment on va évaluer le budget? Avec des outils type SEO Observer, type SEMrush. Là, je vois que la concurrence est rude, je vois que les autres font du lien, je vois que mon mot-clé est très recherché. Là, le budget va évoluer au fur et à mesure. Et bien sûr, il y a la question de la répartition du budget. On ne va pas partir dans tous les sens à se dire je travaille 50 URL, 50 mots-clés parce que ce ne sera pas intéressant, on va diluer les efforts à ce moment-là. Et dans l'absolu, si vraiment le client n'a pas de quoi gérer une prestation de netlinking, du moins dans un temps on va, je vais en l'occurrence préférer que dans un temps 1, il travaille avec du Ninja Linking, il va travailler à la mano, il va trouver des forums, il va faire du lien. Après, bon là, mon boss n'aime pas, mais allons-y quand même. On peut faire de l'échange de liens triangulaires. C'est pas difficile d'aller taper à la porte du bloc d'à côté, entre guillemets, faire un échange de liens, mais faites-les pas en direct A vers B, rajoutez un C, comme ça, ce sera plus difficile à être visible. Et encore une fois, si jamais vous pouvez pas, et ben dans ce cas-là, le nerf de la guerre sur Internet, au-delà des liens, bien sûr, c'est de gagner de l'argent, de réinvestir, de regagner de l'argent, réinvestir à nouveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser un autre levier, type Instagram, par exemple. Vous fonctionnez très bien sur Instagram, gagnez de l'argent sur Instagram, revenez une fois que vous avez les fonds. Et là, on va pouvoir partir sur une presta de netlinking qui sera correcte.
Et aussi, il y a des plateformes dédiées pour faire de la vente de liens. Bah, allez-y, gagnez de l'argent dans de la vente de liens et réinvestissez derrière pour votre propre netlinking. Et là, ça fonctionne. Let's go. Donc, le premier cas client, c'est Jules. Jules, comme on peut le voir là, il arrive en fait avec plusieurs requêtes. Il veut travailler terrain Limousin, terrain Creuse, terrain Haute-Vienne, terrain Corrèze. Parce que lui aussi, il a entendu que le netlinking, ça fonctionnait. Ok, l'objectif, c'est les premières positions. Très bien. Mais Jules, quand il arrive, moi, il vient me voir avec un site neuf. Je lui dis, ça risque d'être compliqué, mais on va réfléchir à la strate à ce moment-là. Et ce que je lui propose, c'est de faire des liens d'abord vers sa homepage, étant donné qu'il n'a pas encore de position. Pourquoi on va faire des liens vers la homepage? Parce que finalement, c'est la porte d'entrée de son site. Donc, on envoie du lien vers la porte d'entrée, mais derrière, il a son couloir. Donc, le fait de passer par le couloir, on va réussir à aller aux différentes catégories qui elles-mêmes vont avoir des sous-pages et on commence à diffuser du jus ainsi. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Mais venir faire du lien sur des pages qui sont toutes neuves, qui ne rankent pas du tout, sur un site qui, à la rigueur, n'est même pas encore indexé, chose qui était le cas pour Jules, parce que c'est quand même l'étape numéro 1 de vérifier l'indexation des pages que l'on veut pousser en netlinking. Comment on va vérifier si cette étape numéro 1 est prête avant de passer à l'étape supérieure? On va utiliser là aussi Google. C'est mon meilleur ami, mon meilleur ennemi aussi d'ailleurs. Mais on va faire un site de points avec l'URL de sa page. Est-ce qu'elle ressort, est-ce qu'elle ne ressort pas? Là, comme on peut voir à l'écran, bah, finalement, l'URL n'était même pas indexée. Donc avant d'aller pousser, il faut peut-être que cette URL-là soit indexée. Autre solution aussi pour le faire en bulk, il y a des outils dédiés comme isIndexed. Ça vous permettra de vérifier si jamais les pages sont bien indexées. Et du coup, ce qu'on fait avec Jules, c'est qu'on regarde quand même la Search Console avant de partir sur du lien. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ces pages-là, elles ne sont pas indexées. Est-ce que j'ai dû détecter mes non indexés ou est-ce que j'ai dû explorer mes non indexés? Chose qui ne sera pas la même. Parce que sur l'exploration et la non-indexation, c'est Google est allé voir la page. Ça ne lui plaît pas. Bon, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Ce seront les questions à se poser, bien évidemment. Alors que détecter mes non indexés, et bien à ce moment-là, c'est juste que Google ne l'a pas visité. Et pourquoi il ne l'a pas visité? Peut-être qu'il y a d'autres soucis sur le site, par exemple des 301, des 404. Pourquoi je précise cela? Parce que ce sont des pages qui ont des problèmes, qui ont des redirections pour la 301, page absente pour la 404. Et ce qui m'intéresse ici, c'est surtout de savoir, et c'est ce que j'explique à Jules à ce moment-là, que Google, en fait, il va prioriser dans son crawl ces pages-là. Donc, il faudra corriger toutes ces problématiques-là. Pour ce qui est d'explorer mes non indexés, on tire juste la sonnette d'alarme. Attention à ce que l'équilibre entre les pages indexées et les pages explorées mais non indexées se tienne. Parce que s'il commence à avoir plus d'explorer mais non indexés que d'indexés, attention, il est possible, c'est bien conditionnel, bien sûr, mais de faire face au filtre à 4 pages. Donc là, attention si vous voyez votre courbe se déséquilibrer fortement. Donc là, la question qui se pose, Jules, c'est comment je vais faire pour que Google veuille bien l'indexer, ma page, parce que derrière, je veux faire du netlinking, je veux avoir mes positions. Et ben, il va retravailler son contenu. Il va se poser des questions aussi sur qu'est-ce que pense Google de la requête qu'il travaille. Là, il est sur tous ces terrains du Limousin. Est-ce que Google, ça l'intéresse? Est-ce que ça ne l'intéresse pas? Et il va aussi utiliser des outils d'indexation. Pour ce qui est du retravail du contenu, bah là, on est sur des choses qui peuvent paraître basiques, mais il va retravailler les HN de son titre, de sa page, pardon. Les HN, ça va être son H1, donc le titre principal de la page, les sous-titres. Il va travailler la title aussi, parce que c'est un des éléments les plus importants d'une page. Il la met à jour, il voit ce que Google en pense, très bien, mais il travaille aussi le maillage interne pour montrer que cette page-là est intéressante. Ça, ce sont les premières étapes. Il peut rajouter de la vidéo s'il veut. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait, hein. Des vidéos d'installation de maisons chez eux, justement sur les terrains qui étaient vendus. Donc ça, c'était son étape 1. Mais
on se disait aussi, qu'est-ce que pense Google de cette requête? Est-ce qu'elle est trop exploitée? Est-ce qu'elle ne l'est pas assez? Là, ce qu'on fait, c'est un all-in title. On peut utiliser aussi des outils pour avoir le volume, hein, j'en citais tout à l'heure. Mais les outils, il faut toujours avoir une part de réflexion humaine derrière. Donc, on fait un all-in title, ce qui nous permet de voir tous les résultats qui, dans leur title, contiennent terrain creuse. Pourquoi on fait ça? Pour justement vérifier ce que Google a déjà indexé à ce sujet-là. Peut-être qu'il en a indexé des tonnes. Quand je dis des tonnes, je parle d'un certain nombre de résultats. Admettons 100 000 résultats. Bon, on commence à y avoir du monde sur ma requête. Pas assez exploité. Je fais mon all-in title, j'en vois que 10. Qu'est-ce que pense Google vraiment de cette requête? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce qu'ils se disent surtout que derrière, ça intéresse des internautes? Question à se poser. Attention sur cette approche-là. On est sur quelque chose à vérifier, mais c'est des questions à se poser quand même. Attention. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va aider ses pages de terrain à s'indexer. Il va utiliser des outils dédiés type indexation.fr, Foudroyer, IndexMeNow. Il fait ça, d'accord, très bien. Mais moi, je lui dis aussi à Jules, attention, derrière, si tes pages ne plaisaient vraiment pas à Google, tu as fait du forcing, je ne peux pas te garantir que ça reste. Donc, il est bien conscient. Par contre, ça s'indexe. Mais derrière, Jules, il doit quand même avoir réfléchi un minimum à son arborescence. Là, on n'est pas sur du 100% on-site, hein. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'il ait pensé à son arborescence. Dans le sens où, si il prévoit de créer une page terrain creuse, que pour l'instant, il n'a que la page terrain limousin, faut qu'il soit conscient qu'il va créer la page terrain creuse et il faut surtout qu'il nous le dise. Parce que si la page fille, elle est prévue, les encres qu'on va utiliser pour la page mère, ce ne seront pas les mêmes. Par exemple, dans terrain limousin, on ne va pas aller citer des villes de la Creuse. On ne va pas aller parler de la Creuse de manière générale au niveau de notre ancrage, parce que nous, c'est le principal axe de notre travail, hein. On joue sur les encres pour encre optimisée, encre désoptimisée. Enfin bon, je ne vais pas en dire plus. Pour ça, je vous invite à aller regarder la conférence de Régis Stéphane à la première édition de la Links Garden Party d'ailleurs, au niveau des encres. Très bien, là on est OK, on sait plus ou moins l'arborescence qu'il va y avoir par la suite. Et donc là, par contre, il faut quand même faire attention à un autre facteur, ça va être le maillage interne. Parce que Jules, il veut investir 5 000 euros, admettons. Je n'ai plus les chiffres exacts. Et attention, on est sur des cas concrets, mais sur des requêtes fictives, hein, je précise bien. Il veut faire ça, d'accord. Nous, on a compris que c'était une de ses requêtes phares. Le souci, c'est qu'au niveau de son maillage interne, il ne montre pas en fait que cette page elle est importante aux robots. Donc, les robots, ils vont se poser des questions. Ils vont avoir un super signal grâce au netlinking. Ça peut monter et à ce moment-là, ils vont voir qu'il y a une contre-indication au niveau du site en lui-même. Qu'est-ce qu'ils font? On peut reperdre en position ou gagner des positions palier par palier, alors que ça aurait été bien plus optimisé d'avoir un maillage optimisé dès le départ. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que, petite anecdote, la semaine dernière, on me posait la question à nouveau, on va travailler sur une nouvelle page. Est-ce que je travaille le maillage interne avant? Oui, allons-y, travaillons le maillage interne avant, on aura de meilleurs résultats. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Là, on voit tout d'abord la pré-arborescence, hein, ça correspond à ce qu'on disait juste avant. Niveau 1, on a terrain limousin, la page à propos, tout le monde en a une, contact, et on voit une partie blog également. Et en dessous de terrain limousin, on a la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, les 3 départements du Limousin, du coup. Et en dessous, chacune de ces catégories-là aura différentes villes pour les terrains par ville. OK? Donc là, ce que je fais, c'est avec Jules, on vérifie avec l'outil de crawl Screaming Frog, voir quelle est l'importance justement en termes de maillage interne de ces pages-là. Très souvent, c'est vérifié en regardant les inlinks. Là, on va voir le nombre de liens total que reçoit la page. Mais pour aller plus loin, on peut voir aussi le nombre de pages qui font un lien unique vers ma page. Et moi, ça m'intéresse d'aller encore plus loin pour l'optimisation en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'il peut mettre en place à ce moment-là pour montrer que finalement, sa page terrain creux, c'est celle qui l'intéresse le plus?
Il va augmenter les liens donc, au niveau de son silo, comme on le disait, terrain creuse avec les différentes villes. Il va faire plus de liens vers la page terrain creuse. Et du coup, sur le fameux screen qu'on voyait juste avant de Screaming Frog, le chiffre va augmenter. Mais aussi, il faut savoir qu'un silo, on peut travailler par silo, mais ce n'est pas 100% fermé. On peut faire des liens depuis le groupe terrain Limousin vers la Creuse. Par exemple, vous résidez dans le terrain, dans le département, c'est mieux que terrain voisin. Vous pouvez investir sur les terrains dans la Creuse. Ça fonctionne très bien. Une autre possibilité pour gagner en maillage interne, il va travailler par sa partie blog. Dans la partie blog, il peut, entre guillemets, faire des sujets de tout type. Là, par exemple, je donnais quelle est la ville la plus cotée en Creuse. C'est un exemple. Derrière, on peut parler de quel est l'investissement le plus rentable dans la Creuse. Allons-y. Et derrière, on va aller renvoyer de la puissance vraiment à la page terrain creuse, comme c'est celle qui l'intéresse le plus. Bon, là, on est sur des choses accessibles, mais un minimum technique ou qui peuvent demander du temps en rédigeant des articles dans la partie blog, très bien. Une autre optimisation, je disais, les pages de niveau 1, il y a à propos dedans. À propos, on a tous des pages à propos sur les sites. Hein. Chaque site client a une page à propos. Qui sommes-nous? En savoir plus. Très bien. Ben, cette page-là, elle est remplie de texte, elle est puissante. À ce moment-là, il est facile d'aller rajouter du contenu dans cette page-là et de parler de l'investissement dans les terrains en creuse. Et boum, on fait un lien sur le terme exact terrain creuse. C'est mieux si vous gérez votre maillage interne sur des encres exactes. Et allons-y. Et du coup, là, on commence à envoyer des informations positives à Google. Autre aspect, le déséquilibre sémantique. C'est-à-dire, j'ai ma page terrain Limousin qui va se positionner sur terrain creuse. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je ne pense pas. La question, c'est de savoir pourquoi cette page, elle se positionne ici. Est-ce que je veux vraiment que ce soit celle-là? Et comment faire, surtout, pour aller optimiser mes résultats pour que la bonne page rank sur son bon mot-clé. Parce que c'est quand même la chose principale sur les pages de terrain en creuse. On veut vendre des terrains en creuse sur les terrains limousins. Normalement, on veut vendre du terrain dans le Limousin. Donc là, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un outil type Your Text Guru, en l'occurrence, qui va pouvoir montrer les graphiques que vous connaissez très bien pour l'optimisation de la sémantique, où on voit quel est le terme à ajouter un certain nombre de fois, quelle est la priorité des termes sémantiquement parlant. Par contre, on peut aussi aller plus loin, parce que vous allez travailler par dossier. C'est ce qu'on a fait pour l'optimisation de Jules. On travaille par dossier, terrain Limousin. On regarde quelle est la proximité sémantique des différentes requêtes. Là, on voit qu'on est en dessous des 50% de proximité. Donc, OK, l'arbo est OK à ce moment-là. Mais quand on utilise ce type d'outil, il faut aussi avoir une réflexion humaine. Pour moi, c'est super important parce que des fois, vous pouvez être à plus de 50% en l'occurrence. Mais par contre, derrière, on a aussi une réflexion expérience utilisateur logique. Et à ce moment-là, gardez toujours votre approche humaine. Et pourquoi je fais un focus sur la partie sémantique? C'est parce que là aussi, si vous voulez les meilleurs résultats possibles, optimisez la sémantique avant de pousser avec du lien. Vraiment, le fait que ces étapes-là soient respectées, que ce soit fait avant de faire du lien, c'est qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Pour moi, ça me tient à cœur. Je veux du résultat derrière. Je ne veux pas que, au bout de tant de temps de travail, bah, finalement, ça ne va pas. Parce qu'il y a ça. D'ailleurs, il est important de faire un léger audit avant de lancer une prestation ou bien au début, parce qu'on pourra encore rééquilibrer le tir assez rapidement. Très bien. Maintenant, passons au cas rapide pour le coup de Julie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un cas un petit peu particulier. Moi, je voulais le partager parce que Julie, finalement, elle est éditrice de site, blogueuse,
comme beaucoup d'entre nous, elle a un certain nombre de sites, elle veut faire de l'argent sur Internet. Sauf que là, Julie, bah, elle a cru qu'elle était médecin en fait. Elle a voulu travailler la requête traitement de psoriasis visage. Le souci, c'est que Julie, elle vient nous voir suite à une grosse baisse de position. La question, c'est est-ce que c'est suite à une mise à jour réellement? Est-ce qu'elle a été pénalisée à ce moment-là? Elle vient nous voir en nous disant, oui, je travaille dans la santé, j'ai un super site de blogging, je veux faire de l'affiliation sur le psoriasis. Oui, très bien, mais est-ce que tu es médecin? Bah, pour le coup, je ne pense pas. Donc, c'est là que ça se complique pour elle, parce que vraiment, avant de faire du netlinking, dans ce genre de cas-là, on est sur de la santé, c'est touchy. Déjà, l'étape 1, quand on vient dans ce genre de contexte, c'est d'être transparent avec les prestataires, quels qu'ils soient. Tu as eu une grosse chute, tu penses que c'est suite à une mise à jour que ton site s'est fait strike avec des grands guillemets, là, pose-toi des questions, mais surtout, dis-le nous franchement, parce que derrière, l'approche ne sera pas la même. Pour montrer patte blanche, pardon, ce que Julie, elle a fait, elle a voulu montrer qu'elle était experte. Comme je l'ai dit, Julie débarque, se prend pour un médecin. Donc, elle a créé des pages visant de la longue traîne pour montrer qu'elle s'y connaissait vraiment sur toutes les maladies de peau, sur le psoriasis. Elle fait le fameux maillage interne dont on parlait tout à l'heure. Sauf que Julie, elle pousse un peu les bornes. Julie, elle commence à créer une page avec le fait qu'elle est docteur Tartampion, qu'elle a tel diplôme, telle école. Sauf que Julie, attention, c'est légèrement illégal de s'inventer une vie pareille. Donc là, ça ne va pas. Et en plus de ça, Julie, elle fait de l'affiliation, elle fait de l'édition de site, tout ça. Elle a compris que ça fonctionnait, mais elle n'est pas SEO. Ce qu'elle aurait pu faire, attention, là, on reste sur des choses touchy, ça aurait été de faire du clocking. Je l'ai déjà vu fonctionner. Attention, ce n'est pas un mot interdit, clocking. Hein. C'est juste montrer à Google une page et montrer aux internautes une autre. Sur la santé, il y en a qui le font. Et pour démystifier ce terme-là, il y a aussi des médias qui le font. Quand ils vous demandent de payer et que vous êtes prêt à payer, des fois, il suffit de désactiver le JavaScript, en l'occurrence. Bon, voilà. Et du coup, vous pouvez avoir un accès à du contenu. Parce qu'en fait, c'était juste Google qui voyait une page, vous une autre. Donc ça, je tenais vraiment à vous le partager, l'approche de Julie, mais aussi de vous dire, attention, vous faites de l'affiliation, vous faites de l'édition de site, du blogging, poussez pas les bornes non plus. Et surtout, si vous voulez faire du netlinking, mettez les choses dans le bon sens là aussi et soyez transparent. Autre cas rapide, on a Jérôme et Magali. Jérôme et Magali, ça fait un certain temps que je travaille avec eux sur la requête investir en assurance vie. On est toujours sur des requêtes fictives, mais des cas concrets, je reprécise. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement maintenir leur position. Le souci, c'est qu'ils vont être amenés à changer de nom de domaine. Pourquoi? Parce qu'ils changent de marque finalement avec le temps. Ça a évolué. Ce matin, on parlait du naming. Voilà, on est dans ce cas-là. Mais la question, c'est comment continuer à être visible, comment continuer le netlinking sans perdre en fait tous les efforts qu'on a déjà faits, parce qu'on repartirait de zéro. Donc, ce qui a été fait avec eux sur leur site, c'est que, comme je le disais, dans un temps 1, on fait des liens vers le domaine A. Derrière, le client m'appelle me disant qu'il veut changer de nom de domaine. OK. Ce qu'on fait par la suite, à ce moment-là, c'est qu'on a continué à faire des liens vers le domaine A. Attention, des liens qui, selon les prestataires, je vous le conseille, peuvent être modifiables. S'ils ne sont pas modifiables et que derrière, on compte que sur la 301, c'est dommage à ce moment-là parce qu'il y aura une petite perte de jus. Et à côté, ce qu'on a conseillé à ce client-là, ça a été de monter un site B, un mini-site plus exactement, site qui va avoir une homepage, qui va avoir les catégories principales du site A. Attention, hein, je parle des catégories principales, je ne vous dis pas de faire un copier-coller, parce que là, vous serez en contenu dupliqué complet. On n'y gagne pas grand-chose, attention, il y aura conflit entre les deux sites. Donc derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du lien aux deux. En fait, les liens qui vont être modifiables sur le domaine A, et derrière, on commence à montrer à Google que le domaine B existe.
Et du coup, on envoie juste de la puissance. Bah, finalement, c'est ce qu'on faisait un petit peu avec Jules au départ. On envoie de la puissance au homepage, aux catégories, parce que ce sont des portes d'entrée. Et ensuite, mise en ligne du nouveau site, et ben là, il y a le plan de redirection classique où les pages du domaine A passent aux pages équivalentes sur le B, et ainsi de suite. Mais du coup, il a pu garder ses positions sur le A parce qu'on a continué à faire du lien et préparer le travail sur le domaine B. C'était là l'importance de la chose, de faire un mini-site en amont. Et donc là, maintenant, on passe au cas de Pierre. Pierre, il est dans une démarche différente parce que Pierre, il a déjà des positions en fait sur la requête Voyage Afrique. Ce qu'il cherche à faire, lui, c'est rentrer dans le top 10 et s'y stabiliser surtout. Et là, la réflexion avant de lancer du netlinking, ça ne va pas être la même parce que l'objectif, ce n'est pas du tout le même. En l'occurrence, c'est là qu'on va se repencher plus sérieusement sur l'intention de recherche. Qu'est-ce que Google attend de cette requête-là? Quel type de page il va venir positionner? Et indirectement, qu'est-ce que l'internaute attend derrière? À quoi il relie cette requête finalement? Donc, c'est la question qu'on se pose pour Voyage Afrique. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, Google, c'est mon meilleur ami et mon meilleur ennemi. On se taquine un peu tous les jours. Et bien là, ce que je fais, c'est que je tape juste Voyage Afrique dans la SERP, dans le moteur de recherche. Et du coup, je vois qu'en premier, Google me montre les destinations de Marrakech, le Cap, le Caire. Et ce que je vois là, c'est qu'il y a des prix aussi. Bon, d'accord, Google me montre ça, mais qu'est-ce que font mes concurrents? Donc, c'est ce qu'on a vérifié avec le top 3. Hein. Là, on voit directement que le premier des résultats, lui, bah, il présente des destinations comme l'aperçu que nous montrait Google. Le deuxième, la même chose. Et en plus de ça, si vous voulez, vous pouvez vérifier. En scrollant un petit peu la page, vous pouvez voir aussi une notion de prix ici. Tout comme chez voyage.carrefour.fr. Là, on voit plein de destinations en Afrique, une notion de prix. Donc là, ce qu'il doit faire, Pierre, c'est réfléchir à cette approche-là lui aussi. Pourquoi je disais qu'on revérifiait à ce moment-là l'intention de recherche? Parce que en soi, ça ne m'empêche pas de monter si mon intention n'est pas exacte. Ça ne m'empêche pas d'aller trouver du résultat grâce au netlinking, grâce à l'optimisation générale de mon site. Je peux avoir du résultat. Par contre, pénétrer dans un top 10, là, il faut que je colle vraiment à ce que Google attend. C'est super important à ce moment-là. Donc là, on les suit sur l'intention de recherche. Hein. Faisons comme les copains. Par contre, grande question à se poser, question qui me fatigue un petit peu, je ne vais pas vous mentir, le temps de chargement. Avant le top 10, moi, sincèrement, le temps de chargement, ça ne m'intéresse que très peu. Parce que finalement, est-ce qu'on a des visites? Est-ce que l'UX m'intéresse à ce moment-là? UX, ça porte bien son nom. Expérience utilisateur. Il n'y a pas d'utilisateur sur le site, sur la page en l'occurrence. À ce moment-là, pour moi, ce n'est pas principal du tout. Allez-y, optimisez ça avant le reste si vous voulez, mais derrière, ce n'est pas ce qui vous fera monter dans les résultats de recherche. Aussi, petite précision, ne vous comparez pas forcément à la concurrence au niveau du temps de chargement. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple sur la slide juste précédente, on est sur un sous-domaine de carrefour.fr. Si là, j'ai un temps de chargement qui n'est pas forcément impeccable, qui va être même, pourquoi pas, lent, Google, il connaît en fait carrefour.fr, alors que vous êtes inconnu. Donc, optimisez le vôtre sans forcément prendre appui sur Carrefour. Et pourquoi, à ce moment-là, je dis de faire attention au temps de chargement, qui là n'est vraiment pas fou pour le coup, voire très mauvais, on ne va pas se mentir, parce que c'est pas ce que Pierre avait fait. Et du coup, Pierre, il a lancé une prestation de netlinking. On est monté, quatrième, très bien. Et là, j'assume pas la visite. Et c'est à ce moment-là que Pierre est retombé, plus bas encore que sa position initiale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, dommage pour Pierre, rebelote. On doit optimiser le temps de chargement à ce moment-là, d'accord. Mais du coup, il va falloir refaire du netlinking. Comme je disais, moi, je cherche du résultat.
je ne suis pas venu pour voler Pierre, même s'il a une tête bien gentille. Soyons honnêtes quand même dans ce qu'on fait. Et donc, à ce moment-là, ça m'embête un petit peu de devoir repartir sur du netlinking pour aller rechercher à nouveau une position 4 alors qu'on l'a déjà eu. Dommage. Mais ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, le temps de chargement, quand on veut rentrer dans du top 10. Gare à lui. Aussi, une autre approche, très bien, on a donné différents facteurs pour rentrer dans un top 10. Ça va être quel type de page Google cherche à positionner. Est-ce qu'il positionne une page profonde? Est-ce qu'il positionne une home page? Pourquoi je veux attirer votre attention sur cela? Parce que ici, d'une, sur Voyage Afrique, on voit qu'on n'a que des home pages, que des pages profondes, pardon. J'ai pensé trop fort aux home pages, excusez-moi. On voit qu'il y a que des pages profondes qui se positionnent. Ça, je voulais attirer votre attention dessus parce que, en fait, pareil, tout à l'heure, je parlais du fait de bourriner, entre guillemets, tout ce qui était MFA, ce qui est toujours, ça existe, hein, bien sûr, ou page blanche, enfin voilà, tout ce qui était un petit peu particulier pour de la monétisation plus facile à faire, on va dire, ranker en fait sur le mot-clé principal. Par exemple, on prend un EMD, vêtements plus la typologie de vêtements, vêtements dentelle, on vend que des vêtements dentelle, mais par de l'affiliation. Le site, on va l'appeler vêtements dentelle, on va chercher à ranker avec notre homepage. Sauf qu'avec le temps, Google se rend compte de ça. Et donc, aujourd'hui, il tend à cleaner. Donc, il faut bien vérifier, selon les SERP, ça va être différent. Donc, il faut être attentif à cela. Qu'est-ce que Google cherche à positionner? Page profonde, homepage, je regarde ce qui se positionne. Et à ce moment-là, je peux même faire réévoluer mon site pour que ça colle. Mais ici, c'est primordial. Encore une fois, si on n'est pas dans un top 10, on peut y aller, mais autant optimiser dès le départ et se baser sur ça. Bon, très bien. Là, je vous ai présenté plein de cas clients, mais un peu plus concrètement, pour vous permettre de tester aussi ce que je dis là. J'ai pris un exemple, celui de extracteur de jus. Bon, là, c'est dommage, il y a ma tête qui cache un petit peu, mais j'ai pris le site des numériques. On est le 22 juin et je me suis dit, tiens, prenons-le en exemple, regardons ce qu'il devrait optimiser avant de lancer une prestation netlinking. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand on regarde ici, on voit que c'est une SERP dans laquelle il y a du lien. Je ne dis pas forcément du lien à acheter, hein, mais on voit que ici, les pages qui se positionnent sur extracteur de jus reçoivent du lien. Donc ça m'intéresse. Parfait. Je vois aussi qu'on est face à des assez gros domaines parce que ici, là, j'utilise l'outil de SEO Observer, notamment compétition checker. Je vois que les domaines reçoivent du lien de manière générale sur l'ensemble ici. Je vois également que ce sont des domaines pour les 3 premiers, même de manière générale, qui se positionnent sur pas mal de mots-clés et qui font du trafic. Là, c'est plus sur un petit aspect on-site où je me dis, ils vont chercher quand même pas mal de longues traînes. Cette colonne TF, moi, ça m'intéresse que très peu parce que, encore une fois, moi, c'est Google par Google, donc je préfère prendre appui sur des mots-clés positionnés. Donc là, j'ai les numériques, on le voit un peu mieux ici. Je vois qu'il y a 15 liens sur cette page-là. Et en fait, je vais regarder un peu plus dans le détail. Et quand je m'appuie sur ce que je vois là, finalement, le domaine ne reçoit pas des masses de liens en dofollow, donc peu de jus. En l'occurrence, il en reçoit 6. Bon, c'est léger, on passe de 15 à 6. Donc déjà, ça me permet un peu plus de comprendre. Mais je vais continuer mon analyse avant de lancer du lien. Comme on le disait, homepage, page profonde. Là, je vois qu'il n'y a que des pages profondes, excepté extracteur jus. Ce qui est marrant, c'est que je parlais de MD juste avant. Là, on est en plein dans l'exemple. Alors, est-ce qu'il va tenir encore longtemps ou pas? Moi, je ne sais pas. Je vois surtout que la SERP tend à positionner des pages profondes. Donc, c'est important de le notifier ici. Et pour aller encore plus loin, ce que je vérifie avant de lancer mon netlinking, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, je regarde sur les 3 derniers mois et je vois en fait qu'il y a eu de la cannibalisation sur
ma requête extracteur de jus, bah, en fait, j'ai eu plusieurs pages qui se sont positionnées au fur et à mesure. Donc là, je me pose les questions. Finalement, bah, je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Est-ce qu'au niveau de l'optimisation sémantique, on est bon ou pas? Est-ce qu'au niveau du maillage interne, je suis bon ou pas? Mais là, ça me met la puce à l'oreille. Par contre, je précise à nouveau, moi, je suis consultant off-site, je ne vais pas vraiment plus loin sur cette partie-là. Je sais juste qu'il faudra faire attention. Quand je dis je ne vais pas plus loin, c'est juste que je le remonte, je le vois, il y a un souci, on va prévenir, on va faire ce fameux audit dont je parlais, hein, on vérifie le tout, on sait d'avance qu'il y a une petite problématique on-site ici. Bon, mais réparons avant, enfin du moins, c'est ce que je conseille au numérique avant d'aller faire du lien. Et là, on va pouvoir y aller. Très bien. Mais petit œil on-site, là, je vous y amenais doucement avec la cannibalisation. J'ai dit pour Voyage Afrique tout à l'heure qu'on pouvait regarder ce que faisaient les copains. Et bien là, on a des points communs et d'autres où c'est complètement l'inverse, des différences. Ces pages-là, elles ont un ou plusieurs produits qui sont présentés. Sur la page des numériques, c'est la même chose. Il y a pas mal de contenu texte. Chez les numériques, idem. Par contre, il y a une grosse différence que je vois, c'est que sur la title des numériques, il y a comparatif. Comparatif, moi je freine aujourd'hui. Une title qui contient comparatif. Parce que, retour en arrière à nouveau, on avait plein de sites qui se positionnaient sur comparatif tel produit, comparatif tel autre produit. Et finalement, ces sites-là, bah, ils faisaient de l'affiliation à fond. Et donc, Google s'en est rendu compte. Donc, attention, quand vous utilisez les termes comparatifs, ça peut freiner Google en plus de moi. Donc, attention. Et donc, pour finir, je vais vous ramener un petit peu sur les points à retenir parce qu'il y a eu pas mal d'exemples finalement. Et il y a différents facteurs bloquants, freinants. Ceux qui vont être vraiment bloquants pour avoir le maximum de résultats, comme vous le voyez là, l'indexation, une page qui n'est pas indexée, on n'ira pas très loin. L'intention de recherche, au bout d'un moment, c'est bloquant. Donc là, on peut l'optimiser comme on l'a vu, on se réadapte, d'accord. On a aussi l'obligation d'avoir une page profonde selon les SERP. À un moment, ça va être trop bloquant pour vous. Comme on le voyait, extracteur jus, il survit. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Donc, autant optimiser directement. On a aussi les facteurs qui vont être ralentissants. Ça veut dire que là, on peut avoir du résultat, d'accord, mais comme je disais tout à l'heure, par palier. Ou bien on va monter, on va un petit peu redescendre pour après remonter. Enfin, du coup, les résultats ne sont pas dingues à ce moment-là. Tout nous ramène à la cannibalisation à ce niveau-là. La question de la sémantique, le maillage interne. Bref, on envoie tous les facteurs positifs à Google, les voyant au vert avant d'y aller. Et là, let's go. Et surtout, le petit dernier qu'il va falloir retenir. J'ai déjà un petit peu appuyé tout à l'heure, mais les web core vitals, et ben c'est pour le top 10, mais il faut surtout faire attention pour éviter de faire cette fameuse courbe, je monte, je redescends, et j'ai perdu mon temps finalement. Et je repars pour un tour. Et donc, merci à tous pour votre écoute. Merci à Jackie pour l'invitation et merci à Julien pour la passe D. Et surtout, merci à toi pour ta conférence qui, effectivement, lève des points très réguliers qu'on sent qu'on fait le même métier, quoi. Non, mais ouais, c'est important parce qu'il y a beaucoup de demandes qui sont faites avant que les basiques, entre guillemets, ne soient OK. C'est très souvent le cas. Alors, on a quelques petites questions. Et la première, c'est une question qui vient de Twitch, de Led Zepp. C'est qui? Alors, je sais que je dois savoir, mais j'ai oublié. Et donc, du coup, la question, en gros, Damien, tu veux dire que les outils qui parlent de liens toxiques, ça marche pas? Et c'est intéressant de la lever parce qu'effectivement, on en entend quand même pas mal parler de ces fameux liens toxiques. Quel est ton avis sur le sujet? Je vais répondre à Led Zepp.
que moi, j'ai pas confiance, en tout cas, dans ce type de retour des outils, parce que à un endroit, enfin sur tel outil, tu peux avoir que le lien est toxique, spam, employons le terme qu'on veut. Sur l'autre, ça va pas être le cas. Et en plus de ça, finalement, il pousse. Mais parce que j'ai vu que ça disait le lien est spam, non, faut le supprimer. Non, garde-le. Et puis, dans le pire des cas, comme je le disais avec la GSC, dans le pire des cas, il t'apportera rien. Mais il faut démystifier les liens de manière générale et encore plus cet aspect de lien toxique qui est légèrement fatigant. Effectivement. Et il y avait donc une autre question de Johan qui nous dit « Personnellement, j'ai des pages en redirection 301 qui n'existent plus et il continue d'aller dessus depuis un an. » Donc, on suppose que c'est Google. Bon, c'est une question en gros. Qu'est-ce que tu en penses de ce comportement de Google qui continue d'aller checker des 301? Si c'est en interne, ça m'étonne. Et autrement, la réponse, ce serait que pour moi, il arrive à y aller d'une manière ou d'une autre. Et c'est parce qu'il reste des liens qui pointent sûrement vers ces pages. Ça va être plus de l'externe. Si vraiment en interne tout est OK, alors c'est qu'il y a un autre chemin. Et du coup, ce n'est pas l'interne, c'est l'externe. Donc voilà, Johan a creusé. C'est sûrement que tes pages reçoivent toujours des liens. Et ensuite, une question de Josias Cassi. Que faire pour repositionner le mot-clé sur la bonne page quand on a une page informationnelle, exemple un guide d'achat, qui se positionne au lieu de la page transactionnelle, une page catégorie e-commerce par exemple? Est-ce que tu as des pistes pour corriger cela? Alors, c'est un peu l'ensemble de ce que j'ai dit. On va jouer sur la sémantique, on va jouer sur le maillage. Et on peut tricher aussi au niveau du maillage, comme je le disais, avec des pages qui, elles, sont déjà puissantes. Et derrière, il faut voir quels termes peuvent être freinants d'un côté par rapport à l'autre. Vraiment ramener la page transactionnelle sur de la transaction. Et dans l'absolu, si le guide d'achat ne sert pas à grand-chose, je dis bien dans l'absolu, allons-y, supprimons-la, faisons une 301. Et encore, si elle sert vraiment à rien, je dis bien dans l'absolu, positionnons uniquement la page transactionnelle. Oui, ça peut être... Après, on pourrait aussi... après, c'est plus touchy, mais faire un clocking... Ouais, mais le clocking, j'ai déjà fait la petite parenthèse. Et la dernière question qu'on a, enfin pour le moment, c'est une question qui nous revient régulièrement, qui est encore posée ici. Je sais qu'on a la même réponse, mais avoir plusieurs sons de cloche, ça fait du bien. Si la question est posée, il faut y répondre. Est-ce que le nofollow donne vraiment pas du tout de jus? Là, quand je vois nofollow, je réponds Berk. Non, le nofollow, vraiment pas fan. Pour moi, il ne sert pas à grand-chose. À la rigueur, il peut donner un indicateur comme quoi cette page existe derrière et pourquoi on lui fait un lien, mais à ce moment-là, pourquoi il est nofollow. Sinon, si c'est pour garder un accès comme ça, que la page existe mais qu'on n'envoie pas de jus, allons pour de l'offuscation. Je suis d'accord. On a parfois des clients qui nous viennent de consultants ou d'autres personnes qui conseillent des ratios de nofollow, dofollow. On a tendance à dire que pas la peine, le meilleur ratio de nofollow, c'est 0. Mais c'est ça. Après, comme je le disais, par contre, au niveau des pages importantes, on peut réoptimiser avec l'offuscation. J'aime bien. Oui. Damien, si tu rachètes un expiré, est-ce que tu rediriges les pages qui ont des backlinks en 301? Mais qu'est-ce que tu fais des autres? Parce que sinon, ça fait quand même pas mal de 404 dans les statistiques d'exploration de la search. Et si ces 404 ne servent là aussi à rien, je vais montrer qu'elles n'existent vraiment plus et je vais faire des 410. Ok, effectivement. Merci pour ces réponses et merci beaucoup pour ta conférence. Merci à vous surtout. Et beaucoup de bons arguments et j'espère que beaucoup de gens vont la voir. Effectivement, ne serait-ce que pour nous, vendeurs de liens, c'est très intéressant d'avoir des gens qui arrivent un peu plus équipés en termes de on-site, parce que du coup, nos actions ont plus de performance. Et donc forcément... L'idée, c'est, comme je disais, d'aller chercher du résultat. De toute façon, vendre du lien pour vendre du lien, c'est un peu dommage. Il y a une conférence à voir et à revoir.
Et surtout à conseiller. Génial. Carrément. Merci beaucoup. Merci à vous.